Je vois que la faim vous taraude, ou les obligations peut-être. Donc, on est dans une ambiance familiale, c'est très bien. On est entre nous. Donc, très content d'animer ou de modérer cette dernière table ronde. Je vais faire juste un petit mot d'introduction pour aussi vous expliquer quelle est ma propre histoire par rapport à la finance durable. Il y a maintenant presque 10 ans, on était en 2012, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui est devenu quelque part mon mentor, que peut-être vous connaissez, il n'est plus de ce monde, il s'appelait Bernard Liétard, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un ancien banquier central de la Banque nationale de Belgique. Et il était devenu le chantre des monnaies locales complémentaires. Il est aussi crédité sur Wikipédia comme l'un des 3 pères de l'euro, donc ce n'est pas n'importe qui. Et il s'est complètement dédié à la théorie monétaire et à ce que lui appelait la biodiversité monétaire. Et il avait une conviction profonde, il a écrit plusieurs ouvrages et un rapport dont on a beaucoup parlé à l'époque, un rapport du Club de Rome sur cette question, sur la finance durable, et sa thèse qu'il fondait aussi sur des modèles mathématiques et de physique fondamentale, c'était que la finance est un système complexe, c'est assez évident, et que comme tout système complexe, il ne peut évoluer qu'en respectant un équilibre entre l'efficience et la résilience. Et l'efficience, on connaît bien ça dans nos systèmes monétaires, mais la résilience beaucoup moins. Et que pour lui, la résilience n'était possible qu'en insufflant davantage de diversité monétaire. À l'époque, on parlait peu ou pas du tout de crypto-monnaie. Alors ici, c'est un débat peut-être à ouvrir. Les crypto-monnaies ont ce côté spéculatif qui n'est franchement pas le côté le plus intéressant de ce qu'elles ont à offrir. Par contre, elles pourraient offrir cette biodiversité monétaire qu'appelait de ses voeux Bernard Liétard et également le Club de Rome. C'est une introduction ici. Je ne vous demande pas nécessairement de débattre sur ce sujet-là. J'aime bien de temps en temps d'ouvrir les chakras, comme disent les jeunes aujourd'hui. Mais le débat, je vais le commencer, ou l'échange, je vais le commencer avec toi, d'affaires. Alors, je voudrais commencer avec toi parce que, pour 2 raisons. La première raison, c'est que il y a certainement un besoin de définition. La finance durable, tout le monde connaît, mais sans le connaître. C'est quoi? Et il y a plein de notions que pourraient recouvrir cette notion de finance durable. On parle de finance verte, est-ce que c'est la même chose que la finance durable? L'investissement responsable. On parle de quoi, finalement? Et la deuxième raison, c'est que quand on parle de finance durable, parfois il y a un peu de raillerie et on dit oui, mais la finance durable, c'est du greenwashing. C'est un mot qui est devenu à la mode. C'est finalement le secteur financier qui veut se donner bonne conscience. Mais on fait quoi? Et il y a une nouvelle génération qui monte et qui, elle, probablement, ne voit pas les choses de la même manière. Il y a une forte attente de cette nouvelle génération. Il ne faut pas les tromper. Il ne faut pas venir avec un discours qui n'est pas suivi d'action, et d'actions très concrètes et ambitieuses. Et là-dedans, je pense que tu vas nous expliquer l'importance de 3 petits points. Je te laisse enchaîner. Merci Thibault. D'abord, c'est un immense plaisir de venir partager quelques idées avec vous. Donc, merci de cette invitation au 4e Assise. La question que tu poses, elle n'est pas facile. Je n'aurai pas la prétention en 5 minutes de définir de manière exhaustive ce qu'est la finance durable et ce qu'est la banque durable, puisque c'est le mot-clé, au fond, de l'intitulé de notre session, à côté des nouvelles technologies. D'abord, il est clair que c'est un terme, je veux dire, antinomique. Il y a 2 termes antinomiques, banque ou finance et durable. Bon, donc ça peut créer effectivement des doutes. Ce que je vais essayer de faire, en fait, très rapidement, c'est essayer, au fond, un peu de synthétiser ce que j'ai entendu ce matin et vous livrer, au fond, la réflexion qu'on a pu accumuler dans nos travaux de recherche, dans ce qui a été publié, écrit, par ceux qui ont consacré maintenant plus de 10 ans.
Cette expression, on a commencé à la traiter il y a à peu près une dizaine d'années dans un ouvrage qui est paru en 2011 exactement, qui s'intitule « La finance durable, une finance du XXIe siècle, point d'interrogation ». On a eu le prix Turgot à l'époque pour cet ouvrage. Moi, je dirais très simplement, il y a un problème, d'abord, une question de gouvernance. Si on veut définir une banque durable, d'abord, et il faut dire les choses simplement, il faut régler des problèmes de conflit d'intérêts, sans rentrer dans les détails. Des problèmes liés également à l'aléa moral, dont on souffre énormément aujourd'hui, cette espèce de cordon ombilical dont profitent les banques commerciales, qui les lient à la Banque centrale, et le jeu que joue le prêteur en dernier ressort à chaque fois qu'il y a un sursaut, une crise, c'est un véritable problème. Donc il faut qu'on réfléchisse dessus. Il y a aussi, et je l'ai entendu ce matin, la complexité des produits financiers. Quand on achète une voiture, on sait comment la conduire. Quand on achète un produit financier, il n'y a pas de notice. Et la notice, elle est incompréhensible. Donc il y a un effort d'explication qui, finalement, rejoint la question de la traçabilité des produits, de la tangibilité des produits que la banque va vendre, commercialiser. C'est la question de la transparence. C'est la question, évidemment, triviale de l'approche long-termiste. Il est clair que la plupart de nos produits sont spot, quoi. On est sur du court terme. C'est aussi, et pardonnez-moi de le dire peut-être de manière un peu directe, des profits raisonnés. Et on mérite une réflexion là-dessus, sur le mot raisonné. Enfin, bon, la liste serait encore longue, mais réfléchir sur la question du reporting intégré. Et là, je crois qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le cœur du réacteur, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui que les banques, et c'est possible, à côté de l'information financière, communiquer sur l'information extra-financière. Révéler, mettre des capteurs, au fond, qui permettent de communiquer avec la clientèle, avec les parties prenantes, sur cette dimension extra-financière. Ce dont on est en train de parler, Thibault, c'est au fond une expérience que nous avons lancée aussi depuis 2 ans, puisque je dirige à Schema Business School donc un nouveau master finance durable et fintech, auquel Thibault a participé de manière très très importante, et je le remercie pour son engagement, à côté de 9 parties prenantes qui ont cru dans ce projet. Pourquoi ce projet? Parce que dans le fond, on s'est dit, comment rentrer dans cette finance durable? Par quelle porte? Il y a les portes qui ont été exprimées ce matin, la technologie, la réglementation. Nous, on pense qu'il y a une 3e porte, c'est l'éducation. L'éducation et la recherche. 2 effets de levier très très importants qu'il faudrait qu'on exploite, qu'on explore. D'ailleurs, on ne peut pas l'explorer tout seul. Moi, en tant que chercheur, je ne peux pas. Et il faudrait associer des parties prenantes, des professionnels. Et là, je lance un appel aussi pour que nous soyons le plus possible, le plus nombreux possible autour de ces thématiques, avec notre diversité, avec nos différentes casquettes, pour essayer d'aborder une problématique qui n'est pas seulement la hard law, la réglementation, mais aussi la soft law, c'est-à-dire essayer de l'intérieur de la société, modifier le mindset, au fond un peu le logiciel, notamment par la recherche et l'éducation, et probablement on reviendra là-dessus. Voilà donc, a priori, enfin, disons, un premier aperçu très rapide au fond, un peu ce que c'est que ce véhicule qui, somme toute, reste un intermédiaire financier. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il faut qu'il reste lié à la politique monétaire. Et ça, je crois que c'est très, très important, que cette banque durable garde sa spécificité, c'est-à-dire son agrément de la Banque centrale, et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et donc ça je crois, c'est un point très, très important, et qu'il n'y ait pas confusion entre les banques et les non-banques. Alors, je te remercie d'affaire parce que tu me donnes la transition parfaite. Tu as parlé de politique monétaire. Thierry, je vous vise tout droit. Je voyais bien, Thibault, merci à vous. Je voyais bien que la question allait être pour moi. Donc la transition, elle est toute simple. Et alors, la politique monétaire et la finance verte, ça fait bon ménage? Bon, alors je vais bien sûr essayer de répondre à la question. Alors tout d'abord, merci de ces éléments qui mettent vraiment en perspective et qui donnent une vision très large du sujet. Merci d'affaire. Je crois que, bon, d'abord, bien entendu, en tant que banque centrale,
on est entièrement impliqué dans ces sujets-là. Et je vais essayer de décrire les portes par lesquelles on est passé pour commencer à rentrer dans ce sujet et sur lequel nous avons bien sûr, à la fois en tant que banque centrale et en tant que superviseur, je pense à la CPR bien évidemment, donc nous avons notre rôle à jouer. Alors, tout d'abord, bien sûr, nous apportons, on va dire, notre soutien à toute l'action collective autour de ce sujet, et puis nous encourageons bien sûr le développement de la finance verte, au travers, déjà et en premier lieu, de notre politique d'investissement, de notre stratégie d'investissement propre à la Banque de France, c'est-à-dire notre gestion de réserve. Et donc, nous favorisons, au travers d'achats qui sont des achats d'obligations vertes, mais aussi d'investissements dans des fonds à impact. Donc nous investissons avec une stratégie qui a été publiée. La Banque de France, je crois, a été la première banque centrale en 2018 à publier sa stratégie justement d'investissement responsable, et donc pour contribuer à ce domaine-là. Alors le deuxième axe que nous essayons de promouvoir, c'est aussi la recherche, parce que nous sommes impliqués dans toute cette action de mener des études et de promouvoir la recherche. Et depuis 2018 aussi, nous décernons un prix du jeune chercheur en finance verte, justement pour inciter justement à avancer sur ces travaux de recherche. Alors ensuite, je dirais qu'il y a nos missions de banque centrale. Et là, dans nos missions de banque centrale, on commence à aborder le sujet. Et le sujet, bien entendu, on a commencé à l'aborder au travers des risques. C'est-à-dire que le changement climatique, le réchauffement climatique, eh bien, il est générateur de risques. Il est générateur de risques qui vont être, bien sûr, tous les risques physiques, qui, bien sûr, ont une fréquence de plus en plus élevée et qui ont des impacts de plus en plus élevés. Et puis aussi tous les risques liés à la transition, à cette transition vers l'usage d'énergie bas carbone, etc. Et donc, quand on analyse ce sujet au travers des risques, eh bien, on voit qu'il y a deux sujets sur lesquels les banques centrales et les superviseurs se doivent d'intervenir, c'est dans leur mandat. C'est bien sûr le sujet de la stabilité des prix, et donc on arrive clairement à la politique monétaire. Et la politique monétaire, eh bien, elle a son rôle à jouer. Alors vous avez tous vu notamment la communication de la BCE cet été, annonçant qu'elle allait intégrer dans sa politique monétaire des critères justement liés à la finance verte. Alors bien sûr pour la favoriser, mais la BCE et au travers de la BCE, toutes les banques centrales, puisque nous intervenons toutes les banques centrales du système européen, donc dans le cadre de cette politique monétaire, mais aussi donc pour intervenir et utiliser les risques comme un élément d'appréciation des investissements que nous faisons, des programmes de rachat de titres qui sont effectués par la Banque centrale. Donc c'est un sujet qui est relativement nouveau. Les annonces de la BCE ont été faites cet été. Je crois qu'on est en plein dans la question effectivement de la structuration, de l'organisation de ce programme, et l'ensemble des éléments qui consistent à capter les bonnes données, à avoir les bons capteurs, à intervenir pour voir comment orienter la politique monétaire en utilisant ces critères, sont encore des sujets qui sont devant nous, mais qui ont été affirmés comme un axe fort de développement donc, des banques centrales à partir donc, de cette communication de la BCE. Le deuxième aspect qui va concerner les banques centrales et les superviseurs, c'est la question de la résilience. On en parlait tout à l'heure en introduction. Et il est bien clair que nous avons un rôle à jouer justement pour s'assurer que le système financier est résilient alors que peuvent se produire effectivement des événements climatiques. Eh bien, là-dessus, je crois que vous avez suivi aussi le fait que la Banque de France a lancé en 2020 donc un premier stress test, premier exercice pilote donc pour évaluer l'exposition du secteur financier donc à ces situations climatiques délicates. Et la BCE a embrayé en 2021 avec son exercice
donc de stress test incluant donc l'ensemble bien sûr des banques de l'Union européenne. Donc on est dans un schéma où voilà, les banques centrales ont plusieurs actions à réaliser, elles ont plusieurs manettes pour intervenir donc, et favoriser d'une part, maîtriser les risques, favoriser la résilience d'autre part. Je citerai également une initiative que nous avons prise à la Banque de France qui est de créer un réseau entre les banques centrales et superviseurs sur l'ensemble de la planète. Il s'agit du NGFS, Network for Greening the Financial System, que nous avons créé à la Banque de France. Nous en assurons le secrétariat en ce moment. Et nous avons démarré avec une dizaine, une quinzaine de banques centrales. Et puis nous en sommes maintenant à plus de 80, je crois près de 90 banques centrales et superviseurs sur la planète. Et cette instance, eh bien, elle vise justement à essayer de se coordonner sur les démarches qui peuvent être liées aux démarches de politique monétaire, mais aussi aux démarches de stress test, aux démarches de supervision, aux informations à collecter, aux capteurs à mettre dans l'économie pour pouvoir justement assurer notre rôle. Si je peux peut-être aborder peut-être le sujet qui est aussi dans notre table ronde, qui est le sujet plus technologique, je dirais que dans ce schéma qui est en train de se construire autour d'un modèle, autour d'éléments de référence sur la finance durable et les investissements responsables, eh bien on voit que le digital est sans doute un élément de réponse. Alors le digital au sens large, alors bien sûr on sait que le digital est consommateur d'énergie, bien évidemment, nous avons tous des démarches de sobriété numérique dans nos entreprises, mais si on regarde le digital peut aussi être un enabler, comme disent nos amis américains, c'est-à-dire peut aider justement à travailler sur ces schémas-là et à élaborer un modèle qui permette de réunir l'ensemble des acteurs qui sont bien sûr dans un schéma extrêmement distribué. Et on trouve dans ces orientations, on va dire, de digitalisation, bien sûr, plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est l'axe de la donnée, c'est travailler sur les données. Et vous l'avez cité d'affaires, cette question des données, c'est un élément absolument clé. Les données, elles servent à développer les marchés, elles servent aussi à définir des indicateurs, des métriques, à suivre des activités, à faire du reporting. Et donc, c'est un des axes qui doit être absolument clé dans cette démarche. Le deuxième axe, eh bien, c'est tout ce qui va concerner l'innovation. Et c'est aussi un des leviers du digital. L'innovation, c'est justement ce qui va permettre d'approfondir des nouvelles voies et trouver des solutions qui vont être des solutions nouvelles pour construire justement ce schéma donc de la finance de demain et qui prend en compte ces enjeux de protection climatique. Alors, si on regarde des initiatives qui sont faites autour de ces aspects-là, je peux citer un exemple auprès de certains acteurs, autorités de banque centrale et de finances, c'est la Banque centrale la Banque des règlements internationaux et l'autorité monétaire de Hong Kong, qui sont en train de promouvoir un projet pour pouvoir gérer des obligations vertes tokenisées, c'est-à-dire sur une blockchain, et pour permettre que l'ensemble des acteurs donc, qui sont concernés, que ce soit les investisseurs, que ce soit les émetteurs, puissent justement bien mieux respecter leurs objectifs d'exposition au risque et de consommation carbone. Un autre exemple que je voudrais citer, c'est le fait que la Banque des règlements internationaux, la BRI, a lancé toute une démarche d'innovation au travers d'un hub d'innovation qui est réparti dans plusieurs parties du monde. Eh bien, la BRI a retenu la Banque de France, conjointement avec la Bundesbank, pour gérer justement un centre d'innovation qui soit européen. Donc nous allons en 2022 ouvrir ce centre d'innovation. Et dans les sujets que nous avons proposés, côté Banque de France, eh bien, il y a les sujets donc, de la finance verte, autour de la gestion des données, autour d'un hub de données qui permettent de maîtriser les risques ou de mesurer les risques et les risques d'exposition, au travers de l'utilisation de technologies d'intelligence artificielle pour analyser automatiquement des publications d'entreprises sur le web et mesurer leur exposition au risque. Voilà le genre de sujets qui pourraient être traités dans cette entité. Voilà donc, si on balaye un peu l'ensemble des initiatives et éléments de notre rôle, voilà les démarches que nous sommes en train de conduire.
Merci Thierry. À nouveau, transition parfaite. 2 mots-clés pour Benoît, digital et blockchain. Alors Benoît, juste, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que veut dire Chief Transformation and Developer Officer de Odoo, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de responsabilités qui reposent sur vos épaules maintenant. Responsable de la transformation, ça veut dire quoi? Oui, c'est là que ça me fait du bien d'être dans une assise numérique, parce qu'on m'a expliqué juste ici que les mots qui devaient me faire peur là-dedans, c'était SCA. C'est une société en comité par action et les responsabilités qui vont avec. Donc je suis content de voir qu'en fait, c'est la partie du haut qui doit inquiéter. Non, c'est tout simplement l'idée de se dire que, mais c'est le thème de ce matin, c'est qu'aujourd'hui, pour être un acteur pertinent, vous êtes obligé d'avoir une vision de votre banque comme une plateforme, dans tous les sens du terme. Et c'est ce qui vous permet d'avoir, ce qu'on dit, on parlait des termes anglais, le passage à l'échelle. Donc derrière ces mots-là, il y a l'idée de dire comment on devient un groupe qui a été un formidable succès entrepreneurial pendant 30 ans, mais qui maintenant passe à la prochaine échelle. Donc on essaye au quotidien avec les équipes de rendre ça possible. Et si on revient sur la première question qui est celle de la finance verte, si je l'approche de manière extrêmement réductrice, j'en suis bien conscient, si je mets des chiffres derrière tout ça et que si on se dit que la finance verte, c'est le financement de cette transition écologique qui est appelée des vœux de tout le monde, on estime que c'est 1000 milliards par an à trouver. Et une autre manière de regarder ce chiffre-là, si on prend la classification, la taxonomie de la SFDR, au printemps de cette année, c'est à peu près 800 milliards d'euros des fonds européens qui sont déjà sur les fameux articles 8 ou 9. Donc si on regarde ça, en fait ce qui est très intéressant, c'est que dans la dynamique de régulation qu'on voit, il y a 2 thèmes très forts qui sortent et qui vont faire le lien avec le digital. En fait, il y a une régulation qui appelle à la transparence et une régulation qui appelle à la taxonomie. Et en fait, c'est là qu'on arrive très, très clairement sur la question de la technologie numérique. Dès lors qu'on est sur de la transparence et de la taxonomie, il faut 2 choses. Il faut des outils technologiques capables de répondre à ça, et aussi des acteurs équipés pour répondre à ces demandes qui viennent et du régulateur et du consommateur, et qui viennent en parallèle de manière très forte. Le sujet, et c'est celui que vous avez touché Thierry, c'est que le premier sujet, le sujet peut-être le plus fondamental au départ de tout ça, c'est la data, c'est la donnée. Et donc, la grande question qu'on doit se poser collectivement aujourd'hui, c'est comment on peut organiser la donnée, et je pense comment on peut l'organiser de manière totalement ouverte, pour que cette information soit disponible à tous, pour voir ensuite ce que les acteurs peuvent en décider. Alors, si vous voulez que je parle de la blockchain à ce moment-là, parce que c'est la question qui arrive juste derrière. Tout le monde l'attendait. Tout le monde attend celle-là. On voit qu'il est tout à fait possible que dans les défis qu'on a là, il faut toujours se garder de l'idée de dire qu'il y a une technologie qui répond à un problème, surtout quand le problème est aussi complexe. Mais on voit, et ça a été dit notamment par Faustine dans la table ronde précédente, on voit que la blockchain a 3+1 avantages possibles face aux défis qui sont ceux-là. Le premier, c'est celui auquel pense tout le monde, qui est le plus évident, c'est tout cet aspect décentralisé de la blockchain. Le fait qu'on fonctionne de pair à pair, le fait que le système est totalement décentralisé, qui soulève évidemment beaucoup de questions sur l'intermédiation, parce que pour aller vite, ça permet de soulever beaucoup de choses qui sont faites par des intermédiaires aujourd'hui. Mais on voit que cette technologie permet de faire ça. La deuxième chose que ça permet de faire, c'est l'impact sur le coût. Là aussi, si on parle un peu d'anglicisme, tout le monde a entendu parler des smart contracts, des contrats intelligents, dans l'idée de dire que tous ces contrats d'investissement peuvent être faits de manière totalement automatisée, ce qui permet de vérifier, contrôler, exécuter des contrats de manière immédiate. Donc on voit qu'on a un outil qui potentiellement a une capacité à exécuter un nombre de transactions phénoménal à un coût bien réduit. Ça, c'est le deuxième avantage possible. Le troisième avantage possible, et on va venir sur ce qui a déjà été dit et par Faustine et par Thierry dans la session actuelle, c'est qu'il y a 4 avantages qu'apporte cette technologie qui peuvent répondre aux soucis et de transparence et de taxonomie. Le premier, c'est cette transparence. C'est qu'en fait, c'est une technologie qui permet d'avoir une transparence sur chaque transaction qui est faite. La deuxième chose qui est clé, c'est la traçabilité. On est en mesure de suivre en temps réel toute transaction qui est faite, dès lors qu'on a un répertoire, et il y a des technologies de répertoire distribuées qui permettent de suivre ça. L'instantanéité, elle va immédiatement derrière. Et le dernier élément, c'est la sécurité.
puisqu'on sait bien qu'un des grands avantages de la blockchain, c'est ce système de validation de chaque bloc par l'ensemble du système, qui fait qu'on ne peut pas, après coup, venir. Donc quand on voit tout ça, quand on voit cet enjeu de désintermédiation, quand on voit cet enjeu de transparence, etc., on se dit que ça peut répondre. En fait, pour moi, je pense qu'il y a peut-être finalement une quatrième opportunité qui est, pour revenir à votre question un peu philosophique du départ, qui est peut-être là où la blockchain aurait, selon moi, le potentiel le plus grand. C'est qu'en fait, il y a une promesse assez formidable dans la blockchain qui est celle de l'accessibilité. Quand vous parliez de tokenisation tout à l'heure, Thierry, c'est ce que ça permettrait. Sans aller dans un scénario de science-fiction, on peut tout à fait imaginer que dès lors qu'on maîtrise, donc je ne sais pas comment la HKMA et la BRI ont fait ça, mais on peut tout à fait imaginer que finalement, avec la tokenisation, l'investissement dans la finance verte, il est accessible avec des toutes petites sommes et au plus grand nombre. Et donc là, on voit complètement comment ça peut aussi un peu revoir fondamentalement la manière dont le système financier dans son ensemble pourrait considérer cette manière dont la technologie pourrait aider au financement de la finance verte. Merci Benoît. Maximilien. Alors Maximilien, la question que j'ai envie de te poser, c'est, donc on vient de parler de digital, Finance Innovation encourage un écosystème de start-up. On peut dire les choses comme ça, notamment à travers un système de labellisation. Et ça fonctionne comment et quelle est votre intention? Lorsqu'on a échangé en préparant cette table ronde, on parlait de greenwashing aussi. Et c'est comment Finance Innovation opère pour justement mettre les mains dans le cambouis et qu'on ne soit pas dans du greenwashing. Quels sont les outils que vous favorisez pour vraiment accompagner le secteur bancaire dans sa transition écologique? Thibaut, juste un petit mot sur ton introduction qui était très intéressante. Je ne pensais pas qu'on allait parler de monnaie complémentaire dans la table ronde. Mais ça vous émeut? Ouais, non, c'est intéressant parce qu'on a pas mal en fait, labellisé de projets sur les monnaies complémentaires. Malheureusement, ça n'a jamais vraiment émergé, ça n'a jamais vraiment percé. Et je pense qu'une des raisons, c'est le fait que justement, ça n'utilise pas la blockchain. La blockchain permettrait de baisser considérablement le coût de la monnaie complémentaire. Et il faudrait aussi, mais bon là c'est un autre sujet, je pense qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, il faudrait que les municipalités soient beaucoup plus interventionnistes, mettent beaucoup plus d'argent. Il faudrait aussi probablement changer la loi, voilà. extrêmement restrictive, mais c'est un autre débat. Et qu'elles mettent un peu d'argent, qu'elles équipent les commerçants. Bon, je passe, mais en réalité c'est des sujets qui sont déjà anciens, mais qui pourraient être réglés par la techno. Alors pour revenir à ta question, donc Finance Innovation, donc on est le cluster de la finance digitale et de la fintech. En fait, on associe donc on va dire la finance digitale, donc les fintech, ce qu'on appelle donc c'est les TPE-PME de la finance digitale, les fintech, les banques, les assurances, la gestion d'actifs, la digitalisation des métiers du chiffre et du conseil, donc des directions financières, tout ce qui est finance immobilière et finance durable et solidaire, et les académiques dans le cadre de projets collaboratifs. Donc je parlerai tout à l'heure sur lesquels il y a des financements publics, à la fois donc français, donc il y en a un peu moins depuis quelques années, et européens. J'en parlerai aussi tout à l'heure. Donc on labellise aussi des projets individuels de start-up. Et le but de la labellisation, c'est d'aider les start-up à trouver des premiers clients. Donc souvent, en fait, la fintech, c'est beaucoup un phénomène B2B, donc souvent des grandes banques, des grandes assurances, et aussi à lever des fonds. On a un comité investisseur et on organise donc des speed meetings entre les investisseurs et les grands acheteurs de fintech, donc tous les semestres. Donc ça, c'est pour la partie finance innovation. On a un comité finance durable et solidaire, donc dans laquelle on labellise des projets finance durable et finance verte. Des exemples peut-être, Maximilien? Je vais en citer quelques-uns. Et avant que la structuration de ce comité de labellisation finance durable et solidaire, on en labellisait en gestion d'actifs, en assurance, dans plusieurs domaines. Alors en fait, le sujet, donc les trois technos, on va dire, mais en réalité il y en a plus, sur lesquels on peut s'appuyer pour digitaliser, pour rendre la banque plus durable et la finance verte. Donc déjà, ce qu'a dit l'affaire, c'est le côté l'utilisation systématique de l'extrait financier en utilisant du data mining. En réalité, le data mining, c'est des technos qui existent depuis les années 70, mais qui n'étaient pas utilisés dans la finance, qui étaient utilisés dans la santé, mais pas dans la finance. Pourquoi? Parce que dans la finance, il y avait une culture probabiliste très forte qui ne faisait pas qu'on utilisait le data mining. Donc nous, dès les années 2010, on a labellisé pas mal de projets dans ce sens-là. Aujourd'hui, ça se diffuse de plus en plus. Dans le cadre de la réglementation, les asset managers doivent greenifier leur portefeuille. Et donc, ils ont besoin d'utiliser des nouvelles données, donc des données extra-financières, pour le faire. Donc, ils utilisent des outils de data mining. On a plein de boîtes qu'on a labellisées. Je pense
Je pense à des boîtes comme par exemple Price Partner, des boîtes comme Advestis, enfin, il y en a beaucoup, qui aident les asset managers à digitaliser, à greenifier leur portefeuille. Ensuite, deuxième axe, et là je pense que c'est important, c'est ce qui arrive depuis 2018-2019, je pense que c'est aussi les comportements. On est aussi dans les comportements individuels du consommateur et de l'entreprise. Donc on a mis comme FinTech de l'année, alors je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020, Greenly. Donc, il y a toute une vague de FinTech, la Greenly, Greenomi, Budget Our Planet, toutes ces FinTech-là, dans le cadre de l'open banking, elles s'interopérabilisent avec votre compte bancaire ou avec votre système de comptable dans le cadre de Budget Our Planet, et elles regardent concrètement, si vous prenez le train, alors là, il y a des problèmes de vie privée, mais en gros, quels sont vos types de consommation, combien vous payez d'électricité, etc. Et elle évalue quel est votre impact carbone dans votre vie de tous les jours. Et il peut y avoir des outils qui vous aident à diminuer votre impact carbone en changeant vos habitudes de mobilité, etc. Donc ça, c'est des choses que les banques peuvent mettre à disposition de leurs clients pour essayer d'améliorer leur comportement individuel et aussi donc, au niveau des entreprises. Je pense un point dont on ne parle pas souvent dans ces sujets-là, c'est aussi les relations verticales. En réalité, souvent, le greenwashing, c'est en gros, moi je suis propre, mais en fait, c'est mes prestataires qui font le sale boulot, entre guillemets. Et donc, on a labellisé des projets comme ABCSR, etc. C'est comment aussi évaluer mes prestataires, mes sous-traitants, pour voir s'ils ne font pas du greenwashing et si j'externalise pas ma responsabilité auprès de l'extérieur. Et un dernier point important aujourd'hui et qui fait qu'on est beaucoup, c'est beaucoup mieux en termes d'efficacité réelle, c'est en fait les outils digitaux, donc on a dit tout à l'heure le data, tout ce qui est images satellites, donc c'est des boîtes comme Kairos, comme Namur, comme Descartes Underwriting, où on utilise des données satellites pour à la fois créer des nouveaux produits et évaluer leur efficacité. Donc je pense par exemple à Descartes Underwriting qui crée avec des réassureurs ou avec des courtiers des produits donc, contre les inondations. Je pense aussi par exemple à Namur qui est rentré sur Euronext. On prend souvent l'exemple de l'émission du Green Bond de Accor qui a utilisé les satellites à la fois pour évaluer le prix du Green Bond en photographiant tous les hôtels de France de Accor en regardant quel est leur degré d'isolation en termes de chauffage. Et après, on va pouvoir utiliser les mêmes outils pour planifier l'avancée des travaux pour voir si réellement on économise du carbone, on économise du chauffage en mettant en œuvre ces travaux. Donc et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, au niveau européen, il y a de plus en plus de financement pour financer ce type de projet. On est, nous, dans un projet UFO, donc c'est avec d'autres pôles de compétitivité, et on distribue des tickets entre 10 000 et 100 000 euros pour tester des nouveaux produits dans l'assurance, dans l'immobilier, dans la logistique, dans la finance verte, justement, qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est important parce que, comme disait Faustine tout à l'heure, il faut que les pouvoirs publics aussi financent l'innovation. Et ce qu'elle disait là, sur la crypto au pôle, on l'a connu dans les années 2010-2015. En gros, l'État ne voulait pas trop financer la finance. Ah oui, la finance, ils n'ont pas besoin d'argent public et tout. Mais en réalité, la finance digitale, ça permet d'atteindre les objectifs publics. Donc il y a d'aider les entreprises à suivre les réglementations. Donc aujourd'hui, au niveau européen, il y a beaucoup d'argent sur la finance digitale. Je me souviens, avant 2018, on présentait les projets, on n'avait quasiment pas de projets acceptés au niveau européen. Donc là, maintenant, en 2018, on a beaucoup de projets, que ce soit dans le big data, dans l'utilisation des données satellites, dans le Green Deal, etc. Donc on voit que ça évolue dans le bon sens. Évidemment, il y a encore du travail, mais on va dans le bon sens. Alors Maximilien, tu me donnes l'occasion de mettre les pieds dans le plat, parce que c'est quand même un débat, hein, donc c'est l'open banking au service de la finance verte. Hein. Tu as donné cet exemple, c'est une start-up que vous avez labellisée. Et Benoît, tu m'as partagé ce matin un article de Nicolas Thierry, de la Fédération française bancaire. Voilà. Pas hyper positif sur l'open banking, ce n'est pas très étonnant en soi. Et est-ce que vous voulez débattre là-dessus? Parce que là, toi, tu donnes quand même une vision très positive de l'open banking, puisque ici, l'open banking est au service de la finance verte. Et nous avons un représentant du monde bancaire qui dit l'open banking, c'est de la folie. Je caricature, mais c'est à peu près ce qu'il dit. Peut-être Thierry, une réaction de notre régulateur? Oui, enfin, c'est une grande question, effectivement. Bon, je pense en fait que les avantages qui ont été cités sont clairs. Il y a des mécaniques dans l'open banking
qui doivent permettre justement de favoriser plus de fluidité, notamment au travers de la finance verte. Moi, j'irais peut-être un peu au-delà. C'est peut-être montrer qu'en fait, le monde de la finance, il est en train de s'ouvrir, et l'économie en général, sur des nouveaux schémas. Et ces nouveaux schémas, c'est des schémas justement d'ouverture. C'est des schémas d'ouverture. Alors bien entendu, la DSP2 a commencé à ouvrir des règles pour permettre via des API d'accéder à des données, offrir des services à valeur ajoutée, créer en fait un réseau de valeur ajoutée. Un acteur s'appuyant sur les données d'un autre pour créer une valeur ajoutée et la proposer au suivant. Un autre élément que l'on voit arriver, c'est tout ce qui concerne la finance décentralisée. Et je dirais c'est des tendances de fond. Je parlais tout à l'heure de tokenisation d'obligations. Ce que l'on voit apparaître, c'est des effets de tokenisation de l'économie. Et donc, en fait, là où il faut se projeter, c'est sur un schéma, en fait, où tous ces dispositifs vont se déployer, se mettre en place. Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent, quand c'est bien mis en œuvre, effectivement, des éléments de transparence avec de la blockchain. Ça permet à chacun de pouvoir intervenir et fluidifier des circuits économiques. Ça permet aussi, je prends un exemple très clair, l'utilisation de micro-paiements. L'utilisation de micro-paiements peut être tout à fait un levier pour développer la finance verte et des investissements, ou en tout cas des engagements responsables de chacun d'entre nous, de particuliers, pour intervenir justement dans des investissements qui sont des investissements qu'ils auront choisis eux-mêmes avec un certain nombre de critères éclairés par les données qu'on aura réussi à collecter et à communiquer, sur lesquelles il faudra communiquer. Un euro digital va évidemment dans ce sens-là, avec une façon digitale de mobiliser la monnaie, c'est rentrer dans cette logique donc, de la finance distribuée. Et donc, c'est permettre justement de faire des paiements de façon très simple et dans des processus qui sont complètement intégrés à l'acte qu'on souhaite faire, d'engagement, d'achat ou autre. Donc, tous ces éléments-là, je pense qu'il faut les mettre au service de la finance verte et de la finance durable, justement par des projets qui sont des projets d'innovation, des projets qui permettent de favoriser les bonnes actions, les bonnes orientations. Pour cela, c'est vrai, il faut des éléments qui sont des éléments de référentiel pour pouvoir coter, évaluer, communiquer, faire du reporting, porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs. Voilà, donc je crois qu'on est... En fait, la finance verte et la finance durable, elles me semblent extrêmement liées en fait, à cette évolution globale de l'économie et de toutes les mécaniques qui sont liées à la finance distribuée. Voilà, je suis allé un peu plus loin que l'open banking. Excuse-moi, Thibault. Tu as un peu éludé la question entre nous, mais c'est pas grave. Non, mais juste... Maximilien va continuer. Voilà. Non, mais juste un petit mot là-dessus. Après, on peut... Bon, ça, c'est en gros, le monde financier, le monde bancaire, c'est pas un monde monolithique. Je veux dire, c'est pas tout le monde pense... c'est pas tout le monde pense ce que dit le patron du Crédit Mutuel. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que il y a des technologies qui rendent possible l'open data. Il y a une concurrence très forte des GAFA, y compris des GAFA chinois qui ont pris des participations dans des fintechs. Donc en réalité, la concurrence, elle est très large. Et si les fintechs existent, c'est probablement parce que le secteur n'était pas assez innovant. Donc il faut dire les choses. Donc le problème, et ce que dit le patron du Crédit Mutuel, ce qui est intéressant, c'est au niveau des données personnelles. Et c'est vrai qu'il y a une forme d'intrusion, il faut dire les choses. Souvent, c'est volontaire de la part des consommateurs. Il y a des changements générationnels. Un jeune ne va pas se comporter de la même façon avec ses données bancaires que quelqu'un qui a 50, 60 ans. Donc il y a des effets générationnels qui jouent. Et ensuite, il y a des outils, et ça je réponds clairement à ce que disait le patron du Crédit Mutuel, il y a des outils technologiques qui permettent aujourd'hui de mettre en œuvre des solutions d'open banking qui garantissent la confidentialité, le fait qu'on ne va pas pouvoir réingénierer le fait que c'est Thibaut Verbiste qui a acheté tel truc tel jour dans tel restaurant, et on va pouvoir proposer des services à Thibaut Verbiste alors qu'on ne sait pas que c'est Thibaut Verbiste qui a fait ça. Donc nous, on a labellisé des outils.
une boîte qui s'appelle... Les outils faits uniquement pour moi. Qui fait pour les gens qui ne veulent pas d'intrusion dans leur vie privée. Donc ces outils sont sur le marché, sont au service des banques. Donc il n'y a pas de barrière technologique réelle au fait de respecter la RGPD et de mettre en œuvre des services d'open banking. Merci Maximilien d'avoir répondu à ma question. Mathilde, ma question est toute simple. WICIT, que a priori tout le monde connaît, est-ce que WICIT a une implication réelle dans la transition écologique? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour, disons, peut-être orienter ou réorienter les investisseurs vers cette filière? Alors, je souhaite que tout le monde connaisse WICIT, bien évidemment, puisqu'en effet, on est l'acteur de référence donc, du crowdfunding en France, créé en 2008. J'écoute depuis ce matin les différents intervenants et on se rend compte qu'on est à un moment fondamental en fait, dans les évolutions, dans les changements. Je trouve que on est plein d'idées, il y a énormément d'innovations. WICIT, quand nos deux fondateurs sont arrivés sur le marché, donc en 2008, on leur a dit mais qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez permettre en fait à des particuliers, à du mass market, à du retail, de devenir obligataires, actionnaires de sociétés pour 100 €. À l'époque, on les a regardés comme des fous et la réglementation a été compliquée. On a en partie créé cette réglementation. Aujourd'hui, vous posez des questions sur les cryptoactifs. Je crois que WICIT a été quand même, en tout cas à l'origine, à l'initiative de cette réglementation. Et aujourd'hui, nous sommes prestataires de services d'investissement, ce qui est le plus haut niveau d'agrément auprès donc, de l'autorité des marchés financiers et de l'AMF. Donc on s'est conformé. On est aujourd'hui en phase avec tout ce que vous disiez, LCBFT, etc. Mais la question, c'est sur la finance durable. WICIT a toujours financé et a eu comme ADN, en fait, à travers les actifs que nous proposons donc, aux consommateurs, aux investisseurs particuliers, puisque WICIT ne s'adresse qu'aux crowd, donc investisseurs particuliers, de proposer le financement de sous-jacents donc, qui touchent à la transition énergétique, à la santé, à l'alimentation, aussi à tout ce qui est digital, aux évolutions donc, de notre société aujourd'hui. Et donc c'est à travers en fait l'accès en devenant actionnaire et obligataire en fait de ces projets-là que nous avons réussi à ce qu'on appelle à disrupter un tout petit peu le marché du financement et de la désintermédiation bancaire. Donc on n'est pas en opposition avec les banques. Nous on estime qu'on est complémentaire avec les banques sur ces sujets-là. Comment aujourd'hui on renforce ça? Moi je suis convaincue comme d'affaires. Alors on ne fait pas de la R&D. Mais par contre, on contribue à l'éducation. On a commencé en 2008 à éduquer, et je sais que l'AMF notamment et la CPR ont aussi de très nombreux programmes d'éducation financière. Et je crois que depuis 2008, à travers le crowdfunding, à travers ces différentes initiatives, on a contribué à donner une éducation financière aux Français, hein, avec évidemment toute l'humilité hein, qu'il faut garder autour de ces thèmes-là. Mais on a démocratisé un petit peu voilà, ces financements et ces accès à ces sous-jacents qui ont du sens, qui financent l'économie réelle, qui permettent à des particuliers d'investir, de trouver de la valeur sociétale et de la rentabilité financière. Donc voilà, donc on a contribué, je pense, à cette éducation. Et cette éducation, aujourd'hui, on la porte encore plus et on la développe. Et notamment, on a été parmi les premiers l'année dernière à lancer, d'abord à devenir une société à mission. Il n'y en a que 200 en France aujourd'hui, donc on n'est pas très très nombreux. Donc on a souhaité l'inscrire dans nos statuts. La loi Pacte nous le permettait. Donc on a mené une réflexion avec nos salariés et on leur a demandé ce que ça voulait dire. On a demandé à nos investisseurs et on a réaffirmé de manière statutaire notre mission qui est donc de créer de la valeur sociétale et de la valeur financière. Et le deuxième point, ça a été, vous parliez tous de taxonomie, d'anticiper toutes ces transformations dans la transparence, dans ce que recherchent donc nos investisseurs, par la proximité, par la digitalisation, et de donner le maximum d'informations sur les projets que l'on propose en financement à travers des scorings ESG. Donc on a travaillé avec un cabinet qui s'appelle Etifinance, qui nous a accompagnés pendant des mois, et qui nous a permis de déterminer nos propres critères pour mettre en avant en fait, tous ces aspects-là dans les sous-jacents qu'on propose. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Comme il nous reste quelques minutes, je regarde le maître de cérémonie. Je vais vous demander chacun de poser une phrase pour la postérité.
d'affaires. Tu es toujours inspirant. Alors, écoute, merci. Moi, j'ai une question. Hein. Comment assurer la durabilité de cette finance durable? Voilà. Et si tu permets, je vais prendre 1 minute pour dire 2 pistes. Je pense, il est important, ce que j'ai entendu est remarquable, hein, et je crois qu'on est dans la bonne direction. Et l'arrimage de la technologie se fait de manière tout à fait cohérente par rapport aux besoins de cette finance durable. Moi, ma question, enfin, j'ai 2 pistes en tête, c'est qu'à côté de cette hard law, hein, la réglementation, on en a entendu beaucoup, il faut qu'on songe à la soft law, c'est-à-dire, au fond, à changer le logiciel de l'intérieur. Et là, il y a 2 pistes, c'est la recherche et l'éducation. La recherche, il y a des pistes vraiment prometteuses. La recherche, elle est exponentielle en ce moment. Hein. Depuis à peu près 5 ans, les publications de haut niveau dans le domaine explosent, avec des idées remarquables. Je peux citer juste un exemple. On vient de lancer un indicateur de performance durable. Donc, on a une plateforme aujourd'hui qui va être prête, hein, pour mesurer la performance durable des banques, c'est-à-dire des banques ou des entreprises d'une manière générale, c'est-à-dire financières, extra-financières. Je pense à l'éducation, à ce que nous avons lancé ensemble, et grâce notamment à Finance Innovation qui s'est impliqué à nos côtés avec Nations Unies, avec Paris Europlace, BPI France, etc. Je pense qu'il faut qu'on encourage ce type d'éducation parce qu'au fond, il y a un maillon qui manque, c'est les professionnels de cette transformation, cette double transformation numérique et cette transformation durable. Je pense, ou disons ESG ou RSE. Il me semble qu'il est très important que nous pensions à la pérennité de ces initiatives que nous sommes en train de lancer, en formant les générations qui vont accompagner véritablement ce double changement. Merci. Alors, le testament de la Banque de France. Très bien. Merci Thibault. Je dirais que ce sujet de la banque durable, de la finance verte, correspond en fait à des aspirations de la société qui sont assez incontournables, qui vont être vraiment une tendance de société à l'avenir. Et donc, nous avons à construire un schéma, un système qui nous permette justement d'accompagner toute cette évolution vers une finance durable qui est elle-même durable. C'est un point qui me semble important. Et bien sûr, ça se fera au travers de la digitalisation et du digital. Comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est au travers des démarches digitales qui intègrent l'innovation, qui intègrent les nouvelles technologies, que l'on va pouvoir répondre à ce service en fait, d'une finance plus accessible et qui permettent donc à chacun de piloter aussi ses choix et son évolution. Merci Maximilien. Alors je trouve que ce que dit d'affaire là sur la réflexibilité de la durabilité de la finance durable est intéressante. Et dans ce cadre-là, je dirais en fait que ce qui permet l'extra-financier, c'est une forme d'open data. C'est le fait que les entreprises donnent de l'information à leurs investisseurs, donnent de l'information qui ne soit pas que financière, mais extra-financière, sur leur personnel, sur leurs prestataires, sur leurs activités écologiques ou non. Donc il y a une forme d'ouverture des entreprises pour se soumettre au code de la finance verte. Donc je pense que de façon réflexive, les banquiers et les financiers, cette discipline d'ouverture, elle s'applique aussi à eux. Donc l'open banking, ça fait partie de cette ouverture qui rend possible l'interopérabilité et qui rend possible le fait d'avancer, de créer des nouveaux services. Et je pensais à Galbraith, la filière inversée. La banque, la finance, ce n'est pas la filière inversée, ce n'est pas des producteurs qui imposent des choses aux consommateurs. C'est aussi le consommateur qui a son mot à dire. Le consommateur qui dit, moi, mes données, je veux les donner à des gens pour qu'on puisse me donner des services. Et ça n'implique pas le fait qu'il n'y ait pas de respect de la vie privée, dans le respect de la réglementation. On a une réglementation très stricte, RGPD en Europe. Les startups de la finance digitale la respectent. Donc il n'y a pas de... L'open banking va dans le sens de la finance verte, de l'extra-financier et de l'ouverture des données qui permet d'avancer. Merci Maximilien. Mathilde. On le disait, on a un moment de transition important. Donc moi, j'adopterais sûrement, si je devais interroger mes salariés sur ce sujet-là, enfin les gens qui composent WICID et qui animent cette belle société tous les jours, ce serait l'engagement, l'audace, la transparence, parce que forçons-nous à l'être. Et puis on a un mot qu'on utilise souvent quand on entreprend comme ça des projets ou quand on fait des choix, notamment au comité d'engagement dans nos thèses d'investissement.
On a un mot récurrent que les jeunes répètent souvent, notamment chez nous, qui est no bullshit. Voilà. Et c'est c'est no bullshit. C'est un bon résumé de la table ronde. Voilà, je suis désolée. Merci Mathilde. 3 choses. La première, on peut avoir tous les grands concepts qu'on veut, toutes les grandes idées. Si la donnée n'est pas fiable, ça peut être un désastre. Donc, quelle est la qualité de la donnée qui coordonnera tout le monde et qui garantira la qualité de cette donnée? La deuxième chose, on est dans un environnement réglementé. Je suis dans un groupe franco-allemand où sur une question aussi simple de qu'est-ce qui tombe dans un article 8 ou l'article 9 de SFDR, ces 2 pays ne sont pas d'accord. Comment est-ce qu'on bâtit une finance européenne si les régulateurs ne sont pas d'accord entre eux? Et troisième idée, n'oublions pas que dans ce débat, il y a un monde qui nous entoure et il y a une géopolitique mondiale. Notre débat, il doit avoir lieu en Europe, mais il ne doit pas oublier qu'il y a 2 grands acteurs régionaux qui doivent être dans ce débat, dont il faut aussi tenir compte des stratégies. Merci à tous.